Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Fabrice Léman. Il nous raconte sa surprenante transition professionnelle de consultant en stratégie et management à la défense à humoriste. Oui, je vous préviens, ce que vous allez entendre n'est pas une trajectoire banale. C'est en assistant à son premier spectacle, Premier Service, où il dévoile avec humour les absurdités du monde corporate, que j'ai découvert le parcours de Fabrice, et ça m'a bien sûr beaucoup interpellée, et ça m'a surtout beaucoup fait marrer. Et c'est à l'issue de ce spectacle donc que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le reçoive sur le tilt, et donc on y est. À mon micro, Fabrice partage les moments de remise en question qui l'ont poussé à changer de voie. On évoque ensemble la quête de sens, la pression de réussir dans une voie toute tracée, et puis ce besoin très profond de trouver sa place. Comment passe-t-on du conseil à l'écriture d'un livre, puis à la scène ? Pourquoi a-t-il quitté une vie professionnelle stable financièrement pour faire de l'humour ? Fabrice nous explique comment il a transformé ses expériences de vie et de vie professionnelle en histoires hilarantes et comment il a surmonté sa timidité pour monter sur scène alors que c'était son aspiration depuis l'enfance. C'est un échange riche, drôle et spontané qui vous offrira un regard neuf sur l'importance de suivre ses aspirations et de toujours laisser une place à l'humour. Je vous laisse découvrir cette conversation avec Fabrice Léman. Bonne écoute! Salut Fabrice! Bonjour Léa! Bienvenue sur le Tilt. Eh ben merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. Pas autant que moi. Fabrice, Oui. j'ai été voir ton spectacle, ton premier spectacle Non. au théâtre du gymnase Pas vrai. avant l'été. Ouais. Je me suis marrée pendant 1h30. Oh, c'est trop ça. 1h30, 1h45? Ouais, Bon, je c'est sais ça. Un petit peu moins, 1h15. Ouais. pas. Et je me suis dit que c'était un match parfait. Tu parles de la défense, tu parles de quête de sens, tu parles de... Quête de sens dans le travail. Dans le travail, mais aussi pas dans que, la mais vie quand oui, même. Oui, dans la vie, plus Et je largement. me suis dit qu'on avait plein de choses à se dire. Donc on est là et on va en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? Oh putain, mais il reste pas grand-chose alors du coup. Comme nous tous, tu sais. Alors, je suis avant tout un père Ouais. de famille qui est flanqué de 3 enfants extrêmement bruyants qui prennent toute la place, qu'il faut nourrir tous les jours, 3 fois. Ça veut dire... Oui, non, mais je te promets. Et parfois, même, t'as un goûter aussi d'une femme, la même depuis 25 ans, Ok. qui est restée. Donc, franchement, on se demande pourquoi. Félicitations. Ouais, je sais pas. Tu vois, ça, c'est pas mal. Et puis aussi, je fais du tennis. Ouais. Bon, je fais du tennis 3 fois par semaine, c'est pas non plus... Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est bon, tu vois, c'est pas non plus dingue. Mais ça me définit quand même beaucoup parce que dans le tennis, t'as une espèce de hargne, tu vois, de ténacité, de quête mentale. Pas de quête de sens, qu'il n'y a pas beaucoup de sens à renvoyer une balle, quoique. C'est vrai. Donc le sport, et puis aussi, je fais extrêmement bien la vaisselle. Ah, C'est c'est moi pas mal. qui- C'est un atout non négligeable dans la vie. Bah, moi, je me vends beaucoup quand je fais tu vois, quand je rencontre des gens, je dis, Ouais. là, si tu veux, est-ce que tu veux venir me voir éventuellement faire la vaisselle? C'est un truc qui vaut Tu le devrais coup. mettre ça dans ton spectacle. Oui, Un petit bac à vaisselle. Fabrice, Oui. on a pu discuter ensemble avant cet Alors oui, on a pu enregistrement. discuter ensemble parce que figurez-vous qu'on vient d'enregistrer 1h30 d'émission et à la fin, Léa m'a dit oh, mon Dieu, ça m'est jamais arrivé. De quoi? J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. J'ai Donc pas oui, dit ça. on peut dire... Non, t'avais fait quoi? Ça, tu coupes pas ça au montage. Non, Je non. veux qu'on sache Ok. Ça marche. que c'est tombé sur moi parce que c'est jamais Dis. arrivé. Si. C'est arrivé avec un monsieur qui s'appelle Mehdi Dziri. Ouais. Carrément, je suis
repartie, je suis revenue une autre matinée. Donc, je lui ai bloqué 2 matinées. Il était content ? Ah, il était vraiment très content. Ça fait Surtout plaisir. qu'il avait rien d'autre à faire. Du coup, ça l'a bien arrangé, cette histoire. Donc, là, c'est bon, normalement, ça rec. Donc, en discutant ensemble, tu m'as raconté que quand tu étais petit, tu voulais devenir soit tennisman, soit humoriste, et que finalement, tu t'es retrouvé à La Défense. À Paris La Défense, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, putain, c'est un vrai dérapage. Quand tu racontes le truc comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi, ça me questionne. Très, très loin des objectifs initiaux, tu vois. Il y a eu on est sous la target, quoi. Oui, tennisman, ça s'est dégonflé assez vite. D'accord. Pour des raisons évidentes de niveau. Ouais, ça arrive. La vérité s'est révélée très, très rapidement. Ok. Voilà, notamment pour des raisons de mental. Ah. J'avais pas un gros mental. Ok. Bon, voilà. C'est le mec qui va se mettre à pleurer. En fait, c'est parce que dès que j'étais mené 3-1, je me mettais à pleurer. Donc, le tennis, ça s'est dégonflé. L'humorisme, le truc d'être humoriste. Ouais. Humoriste, c'était un rêve intérieur. Parce que, en fait, je parlais pas. Ah oui. Donc, je me faisais des blagues tout seul dans ma tête. Ok, un vrai introverti. Oui. Ah non, ouais, introverti, mais tu peux pas imaginer. Quand tu prononces pas un mot de 0 à 18 ans, c'est que j'étais vraiment introverti. Ah ouais. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi La Défense ? Comment tu t'es retrouvé là-bas ? Pourquoi La Défense ? Parce que c'est le fruit de mon éducation, n'est-ce pas ? Bon, comme beaucoup de gens, tu vois, on fait des études et puis ça se passait pas trop mal. Comment elle était, cette éducation ? Et puis j'étais parce que c'était un petit peu strict quand même comme éducation, c'est-à-dire que je portais des vestes en tweed quasiment, presque, ou des mocassins. Enfin voilà, c'était un petit peu coincé, assez très catho, etc. Et donc j'étais dans des établissements scolaires où on t'explique en 6e qu'il va falloir penser à la prépa, parce que c'est important. Voilà, si vous voulez avoir une bonne prépa, ça se prépare tout de suite dès la 6e. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est une pression que tu intègres en fait. Tu vis avec l'idée qu'il faut faire une prépa, et donc tu fais une prépa. Et puis j'ai fait l'ESSEC. J'étais très fier. J'ai beaucoup aimé la prépa d'ailleurs. Le mec aime bien se faire mal. Et puis après, hop, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait l'ESSEC et que, comme moi, tu ne remets pas tellement en cause ton gendarme intérieur qui te conditionne, et ben, tu te retrouves à l'inspection générale de la Banque Populaire. Vraiment... Ça, c'est... Quand t'aimes bien tout ce qui est gros délire ça sonne vraiment fun, dit comme ça. Ok. J'ai passé un concours pour être pris à l'inspection générale. D'accord. Et c'était très chic à l'époque. Je crois que ça l'est encore d'ailleurs. C'est une espèce de pépinière de gens qui sont appelés à avoir des fonctions. De futurs leaders. De futurs leaders, comme par exemple directeur de l'audit interne à la Banque Populaire de Franche-Comté. Est-ce que c'était sympa ces quelques années là-bas ? Écoute, c'était très sympa sur le plan. Je me suis fait des tas de copains. D'accord. Mais très vite, j'ai vu que c'était beaucoup trop. C'était un métier assez austère, rigide, très carré, corseté, où on te demande d'être rigoureux. Et aussi, si tu pouvais être rigoureux, ce serait bien. Okay. Avec un petit peu de rigueur par-dessus. Donc, ça ne fait pas appel à toutes les qualités de l'être humain. Ouais. Et donc, je me suis enfui. Au bout de combien de temps ? Au bout d'1 an et demi, je me suis enfui. Et pourtant, c'était un chouette travail, bien payé, franchement, pour un début. J'avais des formations tout le temps. Voilà. Et donc, je me suis enfui pour écrire un roman. Ah ouais ? Oui. Ah, c'est peu commun. Oui, c'était un peu bizarre. Ça a été très bizarrement accueilli par ma famille. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? On t'avait casé à la banque. Attends, j'aimerais comprendre. Oui. Tu t'es dit, ok, là, je vais quitter ce job. Ouais. Je vais aller écrire, donc non tout payé. Seul, à la maison, sans toucher de sous. Ouais. Et c'était quoi ce roman Qu'est-ce qui était... Je me suis dit, je rêve d'écrire. En fait, j'avais déjà en germe cette envie de créer des choses. Je ne savais pas que ça serait forcément un spectacle quelques années plus tard. Enfin, j'avais envie de créer, de sortir quelque chose. Je savais pas, voilà. Et je me suis dit, si tu fais toute ta vie, que tu te laisses embarquer dans ce truc où tu vas grimper les échelons, ou pas d'ailleurs, ou stagner bêtement, ça aurait pu être le cas, je veux dire, mais en tout cas, être embarqué dans une autoroute, quoi. Voilà, une autoroute, merci. Et je vais passer à côté de ce rêve, je vais jamais écrire, et en gros, j'aurais foiré ma vie, quoi, puisque c'est le truc que j'avais dans le ventre depuis très longtemps. Et donc, tu as écrit ce bouquin, il s'est passé quoi après ? Le bouquin n'a pas été publié.
Tu l'as envoyé à des Je maisons l'ai envoyé des d'édition? maisons. Ah ouais, j'ai vraiment bossé, rebossé, j'ai envoyé des maisons d'édition. Il n'a pas été publié. Plus tard, quelques années plus tard, je publierai d'autres livres. J'en ai Ouais. publié 5. Mhm. Mais celui-ci n'a jamais été publié. Mais ça a été super pour apprendre à écrire, à raconter une histoire, à fabriquer des personnages et puis à faire rire, parce que c'était quand même assez humoristique, à faire marrer, enfin, essayer de faire Ouais, marrer il y les avait quand gens. même ça déjà Oui, oui, il y avait dans toujours l'écriture. cette idée il y a toujours une idée de légèreté, de dérision, Ouais. de pas se prendre au sérieux, enfin, mais tout en ayant de la profondeur quand même. Il y a cette double aspiration Mhm. qui est toujours là aujourd'hui dans mon spectacle, l'envie de faire rire avec de la légèreté, etc. Mais De passer un message, quoi. ouais, ou de véhiculer une émotion plus profonde. Mhm. Pas Ok. forcément de convaincre les gens ou de leur donner des leçons, mais d'aller chercher quelque chose qui remue un peu plus profondément l'âme. Ok. Et donc, après cette année d'introspection à faire quelque chose qui te Oui. transportait, t'es retourné à la Défense. Oui, parce qu'il faut se resocialiser, réapprendre à mettre une chemise, Ouais. repasser. Des mocassins. Bon, les mocassins, ils sont jamais très loin quand même. Tu sais, ils sont toujours un peu dans mon cœur, les Ok. mocassins. Il faut essayer de s'en débarrasser, c'est pas facile. Oui, donc il faut accessoirement trouver des moyens de subsistance. Ah ouais, c'est vrai qu'à un moment donné... Ce qui est quand même un problème. Mhm. Ce serait quand même beaucoup plus simple si on Mais n'avait c'est vrai, hein. pas besoin de faire ça. Oui, il a fallu gagner des sous. Donc là, je suis retourné à Paris La Défense, dans un cabinet de conseil. Est-ce que dans les entretiens Oui. que tu as passés, ils t'ont dit « Mais qu'avez-vous fait cette dernière année, monsieur Léman ?» Oui, alors à l'époque, c'était pas du tout trendy Ouais. de faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est la... Prendre une petite année pour aller écrire un bouquin, ouais, Non, mais c'est plus... aujourd'hui, foutre en l'air son boulot pour aller découper ton école de commerce que tu as payée. pour faire des origamis ou des stages de méditation ou écrire des livres. Tout le monde dit mais c'est génial, mais t'as trop raison. Les gens d'ailleurs, c'est plutôt inquiétant quand les gens te disent ça. Putain, mais t'as trop raison, mais quel courage. Quand ils te disent quel courage, ça fait un peu peur, en fait. Tu es en train de... Donc à l'époque, c'était pas forcément... Aujourd'hui, c'est un peu mainstream, quoi. Ouais. À l'époque, c'était pas le cas. Et donc, j'étais un petit peu précurseur en matière. Et donc, dans les entretiens, les gens étaient un petit peu surpris. Bon, après j'ai fait une parenthèse d'1 an et demi. C'était pas non plus... je suis pas parti dans le désert, quoi. Et puis, j'étais jeune. J'avais 25 ans, donc ça allait, quoi. Et donc, retour au consulting. Consulting. Ouais. Parce que, franchement... C'est quoi ce mot ? Parce que quand on aime bien s'éclater, je pense que c'est important de choisir sa vie en conséquence. Bah oui. J'étais consultant en stratégie, management, je faisais des slides et puis des missions d'accompagnement, du changement, machin, etc. Il y avait des choses très très chouettes. J'étais dans un cabinet assez sympa. Je me sentais pas totalement à ma place non plus, mais c'était moins corseté, je me sentais moins étouffé que dans le job précédent. D'accord. Et ça a duré combien de temps, le consulting ? Ça a duré 7 ans. Ouais, quand même. Donc j'ai appris. Donc là, c'était un bon observatoire pour l'entreprise. Et justement, c'était une question que je voulais te poser. C'est quoi les trucs les plus absurdes que tu as vus à la Défense ? Il n'y a pas de truc plus absurde. Parce que c'est une absurdité géante. Alors vas-y, raconte-moi. Raconte-moi. Je sais pas, la Défense. C'est pas la Défense en tant que telle. Je pense que c'est notamment les grandes boîtes. Okay. Parce que moi, j'étais beaucoup dans les grandes boîtes. Quand tu es consultant, tu vas dans des grandes sociétés parce que ce sont elles qui ont les moyens de se payer plutôt des honoraires de consultant, en général. Et donc, dans les grandes boîtes, le truc absurde, c'était du matin au soir. C'était notamment des réunions qui duraient 4 heures où tu te demandais est-ce qu'il fallait dire pilotage ou suivi ou pilotage parce que c'est important la sémantique. Mais oui. Comment on appelle ce projet ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est une dynamique de suivi ou de... Voilà, il y avait des espèces de débats pour savoir quel était le... Mais c'est important, ouais. C'est important et puis tu te dis... et le danger dans ces cas-là, c'est de prendre du recul. Et moi, j'avais tendance dans la réunion à ah oui, tu te mettais en position méta un peu, tu regardais exactement. J'adore le mot méta. Tu le dis très bien. Et donc, je me mettais un peu au-dessus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas possible. Il faut pas faire ça. Il faut rester le nez dedans, bien collé au truc. Parce c'est que quoi sinon, le risque si tu... Le risque, c'est que tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? C'est de fuir à nouveau, quoi, finalement. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Et hop, après, décrochage, redécrochage. Qu'est-ce que toi, tu te disais à ce moment-là, au bout de ces 7 ans là, de retour à la Défense, tu te sentais comment ? Tu te disais quoi ? Je me disais, j'ai appris des choses, mais je suis toujours pas à ma place. C'est ça, la quête de sens personnel, en tout cas pour moi, c'est un truc que tu sens. Il faut se sentir à sa place, quoi. Ouais. Ça ressemblait à quoi ta vie ? Ma vie, tu veux vraiment que je te raconte ? Bah ouais. Avec les horaires. Moi, je suis curieuse. Bah ouais.
J'ai jamais bossé à la Défense, moi. T'as jamais bossé à la Défense? Non. Mais tu loupes un de ces trucs. Bah, j'aimerais bien connaître. À ton jeune âge, il Ouais, faut ouais. que tu fasses ça au moins 1 an. Tu vas apprécier ton quotidien. Je dis ça, il y a des gens qui sont très contents de bosser à la Défense. Ah ben non, mais tout à fait. Mais non, c'était terrible. Il y avait... Puis il y a l'humour de la Défense. C'est-à-dire? Tu vois, il y a l'humour des banquiers qui disent par exemple mon banquier est mort, prêt à son âme. Ah ouais. Voilà. Ok. Tu vois, des choses comme ça. Ouais, c'est le jargon, quoi. Ou alors des blagues de gens qui disent je t'ai dérangé tous tes post-it que tu avais mis sur ton écran, je les ai changés de place. Ah ouais. On Voilà. s'amuse, quoi. Comme des petits Ouais, fous. c'est terrible. Ok. C'est dur. Et donc, à la fin de ces 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, on fait tout mon CV là. Bah ouais. Ah putain, mais c'est un entretien ou quoi? Bah oui. Tout mon CV. Donc au bout de ça. Les gens qui sont là, ils sont en train de se demander quand est-ce qu'arrive le spectacle dans sa carrière. Mais C'est ça que je suis venu écouter. c'est super longue la carrière. Donc au bout de 7 ans, d'abord j'ai écrit une comédie musicale Ah, c'est pas vrai. avec mon frère. C'est pas vrai. Oui. Enfin, co-écrit, surtout lui qui était à la manœuvre. Ah, mais parce que vous êtes plusieurs saltimbanques dans Oui, la famille. on a un espèce de pathologie familiale. D'accord. Mon frère Tes est parents, ça va. avocat et chanteur. Mes parents sont restés bien droits dans D'accord. dans leur trajectoire. Mais nous, on est un peu déviants mais comme c'est ça. incroyable. C'était quoi cette comédie musicale? C'était une comédie musicale qui s'appelait Audimat et D'accord. qui racontait les coulisses de la télévision. D'accord. Il y avait, c'était assez Broadway dans le genre, entre Ok. le Moi, je Broadway suis et très l'opérette. comédie musicale, Ah hein. bon? Ah oui. C'était au Trianon. Ok, trop bien. Et c'était une aventure de dingue. Donc, tu vois, il y avait quand même ces trucs artistiques qui se réalisaient Ouais, ça et là, quoi. petit à petit. Donc, Ouais. c'était génial. C'était incroyable. Mais Donc, j'ai fait ça. génial. Et puis après, je me suis dit, oh là là, je vais quand même me remettre à écrire. Et rebelote. Et là, j'ai publié 5 livres. Ah ouais. Il y en a un qui a cartonné, C'est lequel? qui s'appelle Comment devenir un parfait faillot au bureau. Ah, C'est pas quand même un mal. beau projet. Donc, qui Ouais. était issu Ça- issu de l'observation de l'entreprise dont on Mhm. parlait il y a 2 secondes. Donc, qui a très très bien marché. Et puis voilà, j'ai publié des romans. J'en ai un qui est en cours d'adaptation au cinéma. Génial. Et quoi d'autre? Et bon, là, c'était le moment d'ouvrir vraiment et de Mhm. basculer dans cette carrière plus créative, plus rigolote. Et puis, il y a eu tout un chemin qui m'a mené à oser aller sur scène pour la première fois, il y a quelques semaines, à l'occasion du One Man Show dont tu parlais au début. Et ça a été quoi ton tilt pour justement te mettre à l'écriture de ce spectacle dont tu rêvais depuis des années? Mais en fait, il n'y a pas eu de tilt. J'ai toujours eu dans l'estomac ce rêve de faire un spectacle. Et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Qu'est-ce qui m'a empêché? En fait, tout était là pour m'empêcher. D'abord, il faut réussir à... Alors, j'étais une timidité, mais complètement folle. C'est-à-dire que franchement, de 0 à 15 ans, j'avais du mal à dire bonjour à des adultes. C'était très compliqué. Mais par contre, quand tu parles pas, tu observes beaucoup. Ouais. Et puis, à l'intérieur de toi, tu tournes les choses en dérision, tu ressasses, tu observes, tu fais des imitations. Donc, c'est tout un temps d'observation où tu emmagasines des personnages. Et puis tu t'habitues à décaler les choses. Tu vois, donc, c'est très intérieur. Mais je n'avais pas la capacité à verbaliser ça. Parce que pouvais pas je en pouvais faire même quelque pas. chose. Voilà, c'était en germe. C'était vraiment caché D'accord. sous 8 couches d'introversion et de timidité. de tas de choses. Et puis, voilà. Donc, je faisais beaucoup la vaisselle déjà à l'époque. Et donc, voilà. Ce qui est un instant, la vaisselle est un instant où, en général, tu Comme fais la un douche. peu le... Ouais, c'est ça, tu fais un peu le bilan. fil de tes Il y a pensées, quoi. Il y a 3 trucs. La douche, Ouais, la vaisselle ouais, et arracher des mauvaises herbes dans le jardin. Très, très bon. c'est vrai. Quand tu désherbes ton jardin, tu te C'est vrai. désherbes de l'intérieur. Oh, waouh. Attends, je vais écrire ça. Je pense que c'est un bon Je crois que c'est début une pour un phrase prochain- il me semble que c'est une phrase de Samuel Beckett ou de... Ah, c'est vrai? Ouais, ou d'Henri Lecomte. Je sais pas lequel des deux. Franchement, parce qu'à ce niveau-là... Je suis pas sûre. Attends, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On parlait de pourquoi tu as pas fait ce spectacle avant? Alors que Oui, c'est ça alors, que tu avais au oui. creux de Donc l'estomac. d'abord timidité hyper forte, même si l'œil, on va dire l'œil décalé, humoristique était là, le Ouais. regard. Et puis après, il y a eu toute cette trajectoire professionnelle. Et puis ensuite, je n'ai jamais osé le faire parce que j'avais hyper peur de venir sur scène et de faire un bide. Parce que c'est quand même ça le risque. C'est que quand tu dis aux gens, venez me voir, et ils viennent te voir, tu fais des blagues pendant 1 heure,
et les gens ne rient pas ou très peu ou font un rire gêné, c'est quand même un peu flippant Ouais. comme... Alors, il y a des gens qui disent, bon, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ouais. Ça, C'est un moment de solitude c'est un terrible, moment de j'imagine. solitude terrible Ouais. que tu infliges en plus à des gens Qui ont payé. qui ont payé extrêmement cher. Parce que moi, j'aime bien que les gens payent cher. Attention. Ouais, attention. Non, c'est pas vrai, c'est pas cher. Mais donc, en fait, j'avais peur de cet abîme, en fait, de pas réussir à rentrer en lien avec le public, parce que moi, si je fais ça, c'est pour vivre un échange, quoi. Avoir une espèce de vague d'amour partagé. Ça fait un peu Bah non, mais c'est vrai, exagéré c'est ça. de dire ça, mais c'est Ouais. ça, tu viens chercher quelque chose une espèce de feu, quoi. Et donc, si le résultat, c'est de recevoir un silence gêné, embarrassé et des petites de gens, Qui se parlent comme ça, tu sais. Ouais. Donc, j'avais peur. C'est simple, voilà, j'avais les boules. Ouais. Et puis ensuite, il a fallu le temps d'apprendre à écrire un sketch convenable. Et ça a été long. En tout cas, pour moi, ça a été long. Il y a des gens pour qui c'est tout de suite. Moi, ça a été long d'apprendre, machin, de trouver des thèmes, et puis d'oser aussi aborder des sujets qui sont intimes, ce que je fais dans le spectacle. D'ailleurs, ça a étonné beaucoup de mes proches. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. La manière ça me fait peur quand tu dis impressionnant. Mais tu vois, quand tu dis j'ai du mal à extérioriser certaines choses, etc., franchement, je peux comprendre. Et je me dis, c'est quand même un acte genre hyper vulnérable de partager tout ton parcours, mais tu sais, de le tourner en dérision. Tu as raison, mais en fait, c'est une condition sine qua non. Parce qu'à partir du moment où tu fais un one-man show qui est un peu autobiographique, il n'est pas totalement autobiographique, hein, parce que je raconte pas ma vie du début à la fin, mais je parle de choses qui touchent, dont j'espère qu'elles touchent tout le monde, hein, la paternité, la vie de couple. Je me suis aperçu que c'était nécessaire parce qu'il faut être sincère pour faire ça, pour faire cette démarche, parce que sinon ça se sent que tu es en train de raconter un truc un peu superflu où on s'en fiche. Mais je trouve que pour moi, c'est la clé de l'authenticité de cette démarche, c'est d'aller chercher des choses profondes et donc de prendre le risque de se livrer. C'est une condition, en fait. Et donc, du coup, tu disais que ça t'avait pris plusieurs mois, plusieurs années. Ouais, ça m'a pris plusieurs années d'apprendre, d'écrire des sketchs, de les tester d'abord tout seul dans mon salon, et puis dans des petites salles, dans des comedy clubs, etc. Je me suis pris des super vestes, des super moments de solitude, mais c'est hyper important. Et puis après, j'ai travaillé, puis après, j'ai rencontré une metteuse en scène géniale qui m'a accompagné pendant plusieurs années pour arriver à progresser et à lâcher en fait ce feu qui était là, en fait, mais qui était juste complètement étouffé, complètement emprisonné. Et puis, on est arrivé à sortir le spectacle. Et donc, au spectacle auquel tu as assisté il y a quelques semaines. Et ça fait quoi alors de se retrouver sur scène, finalement, devant ce public que tu avais tant redouté? Tu te dis, c'est l'aboutissement. En fait, j'ai eu l'impression d'être vraiment totalement à ma place. Parce que j'étais connecté au public. Le public, franchement, a rigolé à chaque fois. Les gens rigolent du début à la fin. Du début à la fin. Et je dis pas ça pour te faire plaisir. On les a pas obligés. Non. Et en fait, c'est fou de voir que c'est quelque chose d'indescriptible, quoi, de sentir ça. Ouais. Et ça se sent en plus sur scène, ce truc de... tu sais, tu sens quand les gens, ils ont des moments de flow, tu vois. Ça peut être dans la musique, des gens qui écrivent. Toi, sur scène, on voit que tu es dans ton élément, quoi. Et les gens se marrent. J'avais un mec à côté de moi. Bon, je sais pas si je le connais personnellement, mais il rigolait comme ça. Oh, oh, oh. Et du coup, pendant 1h15, il était là. Oh, oh, oh. Dans mon oreille, j'ai passé un super moment. C'est ce que tu as préféré, c'était son petit rire. Franchement, j'ai adoré. Ça a ajouté une petite musique. Exactement. Eh ben, écoute, non, c'était fou, en fait. Et donc, tu as fait ces 5 dates. Ouais. Et là, ton spectacle reprend. Le spectacle, a repris mi-septembre. Et donc là, on est parti jusqu'à Noël. C'est tous les mardis à 21h30 au Théâtre du Gymnase. Génial. Et donc, on a... il y a une espèce de truc qui est en train de se passer. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais j'ai vraiment la sensation de tenir quelque chose qui est assez vrai, en fait. Moi, je pense que pour les gens qui, justement, se posent des questions sur leur vie professionnelle, qui sentent qu'il y a des trucs un peu absurdes, tu vois, dans leur vie quotidienne et tout,
toi, tu as une capacité à mettre le doigt dessus et à en faire quelque chose de drôle. Franchement, c'est hyper agréable, quoi. Tu te dis, putain, en fait, je suis pas la seule personne sur cette planète à vivre des trucs trop bizarres, quoi, au boulot. Oui, c'est trop sympa. T'as d'autres trucs comme ça ou pas? Écoute, non. C'est tout. Ouais, de prise de recul. C'est la prise de recul dont on parlait dans la réunion, tu sais, tout à l'heure, le comité de pilotage, là où où tu te mets en méta-position. Quand tu as l'habitude d'être un peu comme ça, effectivement, je dis que c'est pas forcément bon de vivre ça en permanence, parce que sinon tu es toujours en train de mettre en surplomb comme ça. Ça veut pas dire se mettre au-dessus, hein, mais ça veut dire se mettre un peu en retrait pour observer ce qui se passe. Et comme j'ai l'habitude de faire ça, et ben, c'est ce que je fais sur scène, en fait, de prendre du recul. Il y a une partie du spectacle où je raconte tout simplement quand je fais faire les devoirs à mon fils, qui n'arrive pas à faire une règle de 3. C'est une scène hyper banale. Mais ça m'est arrivé de la vivre en prenant du recul, mais en me disant, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'arrive pas à comprendre que pour faire un gâteau, il faut 100 grammes et que pour faire deux gâteaux, il faut combien de grammes de farine? Le pauvre. Ben oui, c'est terrible. Tu te fous de lui? Je me fous de lui et surtout, je me fous de moi, de mes réactions, parce que je me roule par terre pour essayer de lui expliquer, de le faire arriver au but. J'essaie de trouver des histoires complètement loufoques. Je me bats comme... C'est une blessure narcissique pour le papa de se voir que son fils, il galère à faire une règle de 3 la plus élémentaire qui soit. Et donc... C'est un truc qui touche tout le monde et c'est pas bien grave. Et moi, j'ai une question issue de ton spectacle. C'est quoi cette histoire de concours d'orthographe? Ah oui, j'ai un problème avec l'orthographe. C'est-à-dire que quand j'étais petit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas devenu humoriste, c'est que je passais ma jeunesse à faire des concours d'orthographe. C'est niche. C'est très rare. Ouais. Et je peux te garantir que tu séduis assez peu d'adolescentes avec ce genre de profil. J'imagine. Non, j'ai fait quelques concours d'orthographe, en vrai. J'étais genre champion des Hauts-de-Seine. Ah ouais, ce qui est quand même qui est une région assez exigeante en orthographe. J'imagine. Donc quand t'es champion des Hauts-de-Seine, tu t'es dans la ligue un peu, tu vois, un peu up. T'es top 10 France, quoi. Ah ouais, dans le top 20, top 30, quoi. Okay. Tu vois, des gens qui savent le mieux épeler ornithorynque. Et redingote, par exemple. Et qui connaissent des mots complètement désuets, comme redingote. Ouais, effectivement. Comment tu sais ça? Je sais tout. Pas. Oui, mais non, je faisais des trucs, des compétitions d'orthographe avec ma maman qui m'emmenait. D'accord. J'avais mes mocassins. Et donc, mais j'aimais bien. Et donc, j'ai aussi une espèce de névrose avec l'orthographe qui fait que si je vois des fautes d'orthographe, ça me donne des réactions bizarres. Ah ouais, ok. Oui. Réaction cutanée, quoi. Ouais, je sais pas, des espèces de tics. C'est comme Sarko là, avec son épaule qui part comme ça. Moi, c'est juste quand je vois des fautes d'orthographe. Okay. Mais j'en veux pas aux gens qui en font, c'est juste que c'est comme ça. Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Je vois. Bon, en tout cas... tu vois le truc? Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Du coup, je ferai bien gaffe quand je vais écrire les textes qui vont faire la diffusion de ton épisode. Ah oui, je vais vérifier ça. Parce que je peux faire une syncope. D'accord. Ce serait pas sympa. Ah, j'avoue. Bon, je vais faire attention, je promets. Fabrice, j'ai une dernière question pour toi. Ah oui? Qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Oui. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités. 3 personnes? Entrepreneurs, ouais. Et qui seraient là pour t'épauler, te conseiller tout au long de ta carrière. Bah, le Père, le Fils et les Saint-Esprit. D'ailleurs, on me l'a jamais fait. Je la trouve pas mal. Non, alors attends, qui je mettrais? Je mettrais Raphaël Nadal. Ouais, ok. Parce qu'il a un mélange de niaque et de gentleman que j'adore. Parce qu'il est à la fois complètement... atypique. Ouais, non, mais il est complètement hargneux dans son effort, d'une ténacité absolument incroyable. Et en même temps, il est très, très, très élégant, très fair-play. Donc voilà, je pense que ce serait bien de l'avoir pour le côté mental. Ok. À côté de ça, j'aimerais bien avoir Laura Felpin. Ah, sympa. Pourquoi Parce que je pense que c'est la meilleure humoriste du moment. D'accord. C'est mon avis. Hein. Tu vois, j'ai adoré son spectacle. Voilà, je trouve qu'elle est extraordinaire. Elle a une grâce, une poésie. Et puis j'aime bien son côté musical. C'est-à-dire qu'elle a une façon d'imiter les personnages et de mettre une musicalité bien des Bouddha. Tu vois, comme ça, de mettre une espèce de mélodie. Et je trouve que c'est très, très beau. Et très personnel. Et puis extrêmement drôle. Donc je la mettrais. Génial. Je la mettrais parce que c'est quand même une carrière d'humoriste dont on parle. Donc je la mettrais dans mon board. Et il en faut 3. Ouais.
Et troisième, je mettrais Philippe Catherine. Ah parce ouais. qu'il faut toujours un Philippe Catherine pour foutre le bordel. Et d'ailleurs, je pense que tous les copiles du monde, il devrait y avoir Philippe Catherine. Pas forcément en nu et en schtroumpf, quoique. Mais tu as besoin quand même d'avoir ce genre de personnage pour faire déraper ton truc, tu vois. J'adore. Donc je mettrais ça, je ferais un mélange de compétences artistiques, de grinta, avec un coup droit lifté très fort. Et puis, je rajouterais effectivement une petite touche de folie pour se rappeler que tout ça est quand même une vaste plaisanterie. J'adore, génial. Improbable. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, oui, le Père, le Fils, Philippe Catherine, Laura Felpin et Raphaël Nadal. Mais avec ça, tu vas où? Tu vas au bout du monde. Franchement, je souhaite d'avoir tous ces gens. Bah oui. Tu penses que je peux les avoir? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je pense que c'est facile. Ils sont jamais très loin, hein. Ouais. On espère. Merci Fabrice. Eh bien, merci beaucoup Léa pour ton invitation. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Fabrice Léman. J'espère qu'il vous aura permis de vous inspirer pour votre propre reconversion professionnelle et pourquoi pas donner l'envie de vous lancer dans l'écriture d'un livre ou sur les planches dans l'humour. Je vous invite bien sûr à aller voir son spectacle Premier Service si vous voulez bien vous marrer. Et je vous mets en description de l'épisode le lien pour trouver toutes les informations. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify, mettez 5 étoiles, c'est plus sympa, et un commentaire si le cœur vous en dit. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.